On va lire maintenant la deuxième partie de Claude Gueux. La journée du lendemain se passa, comme la journée précédente, sans Albin. Le soir, à l'heure de la clôture des travaux, le directeur, M.D., vint faire sa ronde habituelle dans l'atelier. Du plus loin que Claude le vit, il ôta son bonnet de grosse laine. Il boutonna sa veste grise, triste, livrée de clairbeaux, car il est de principe dans les prisons qu'une veste respectueusement boutonnée prévient favorablement les supérieurs. Et il se tint debout, son bonnet à la main, à l'entrée de son banc, attendant le passage du directeur. Le directeur passa. « Monsieur, dit Claude. » Le directeur s'arrêta et se détourna à demi. « Monsieur, reprit Claude, est-ce vrai qu'on a changé Albin de quartier ?»« Oui, répondit le directeur. « Monsieur, poursuivit Claude, j'ai besoin d'Albin pour vivre. » Il ajouta. « Vous savez que je n'ai pas assez de quoi manger avec la ration de la maison, et qu'Albin partageait son pain avec moi. »« C'était son affaire, dit le directeur. Monsieur, est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de faire remettre Albin dans le même quartier que moi ? Impossible, il y a décision prise. Par qui ? Par moi ? Monsieur D, reprit Claude, c'est la vie ou la mort pour moi, et cela dépend de vous. Je ne reviens jamais sur mes décisions. Monsieur, est-ce que je vous ai fait quelque chose ? Que vous ai-je fait ? Rien. En ce cas, dit Claude, pourquoi me séparez-vous d'Albin ? Parce que, dit le directeur. Cette explication donnée, le directeur passa outre. Claude baissa la tête et ne répliqua pas. Pauvre lion en cage, à qui l'on ôtait son chien. Nous sommes forcés de dire que le chagrin de cette séparation n'altéra en rien la voracité en quelque sorte maladive du prisonnier. Rien, d'ailleurs, ne parut sensiblement changer en lui. Il ne parlait d'Albin à aucun de ses camarades. Il se promenait seul dans le préau aux heures de récréation, et il avait faim, rien de plus. Cependant, ceux qui le connaissaient bien remarquaient quelque chose de sinistre et de sombre qui s'épaississait chaque jour de plus en plus sur son visage. Du reste, il était plus doux que jamais. Plusieurs voulurent partager leur ration avec lui. Il refusa en souriant. Tous les soirs, depuis l'explication que lui avait donnée le directeur, il faisait une espèce de chose folle qui étonnait de la part d'un homme aussi sérieux. Au moment où le directeur, ramené à heure fixe par sa tournée habituelle, passait devant le métier de Claude, Claude levait les yeux et le regardait fixement. Puis il disait, d'un ton plein d'angoisse et de colère, qui tenait à la fois de la prière et de la menace, ces deux mots seulement. « Et Albin ?» Le directeur faisait semblant de ne pas entendre, ou s'éloignait en haussant les épaules. Cet homme avait tort de hausser les épaules, car il était évident pour tous les spectateurs de ces scènes étranges que Claude Gueux était intérieurement déterminé à quelque chose. Toute la prison attendait, avec anxiété, quel serait le résultat de cette lutte entre une ténacité et une résolution. Il a été constaté qu'une fois, entre autres, Claude dit au directeur « Écoutez, monsieur, rendez-moi mon camarade, vous ferez bien, je vous assure. Remarquez que je vous dis cela. » Une autre fois, un dimanche, comme il se tenait dans le préau, assis sur une pierre, les coudes sur les genoux, et son front dans ses mains, immobile depuis plusieurs heures dans la même attitude, le condamné Fayette s'approcha de lui et lui cria en riant « Que diable fais-tu donc là, Claude ?» Claude leva lentement sa tête sévère et dit « Je juge quelqu'un. » Un soir, enfin, le 25 octobre 1831, au moment où le directeur faisait sa ronde, Claude brisa sous son pied, avec bruit, un verre de montre qu'il avait trouvé le matin dans un corridor. Le directeur demanda d'où venait ce bruit. « Ce n'est rien, dit Claude, c'est moi. Monsieur le directeur, rendez-moi Albin, rendez-moi mon camarade. »« Impossible, dit le maître. »« Il le faut pourtant, dit Claude d'une voix basse et ferme, en regardant le directeur en face. Et il ajouta « Réfléchissez,
Nous sommes aujourd'hui le 25 octobre. Je vous donne jusqu'au 4 novembre. Un guichetier fit remarquer à M.D. que Claude le menaçait et que c'était un cas de cachot. « Non, point de cachot, dit le directeur, avec un sourire dédaigneux. Il faut être bon avec ces gens-là. » Le lendemain, le condamné Pernot aborda Claude. Il se promenait, seul et pensif, laissant les autres prisonniers s'ébattre dans un petit carré de soleil à l'autre bout de la cour. « Eh bien, Claude, à quoi songes-tu? Tu parais triste. »« Je crains, dit Claude, qu'il n'arrive bientôt quelque malheur à ce bon M.D. » Il y a 9 jours pleins, du 25 octobre au 4 novembre. Claude n'en laissa pas passer un, sans avertir gravement le directeur de l'état de plus en plus douloureux où le mettait la disparition d'Albin. Le directeur, fatigué, lui infligea une fois 24 heures de cachot parce que la prière ressemblait trop à une sommation. Voilà tout ce que Claude obtint. Le 4 novembre arriva. Ce jour-là, Claude s'éveilla avec un visage serein qu'on ne lui avait pas encore vu depuis le jour de la décision de M.D. L'avait séparé de son ami. En se levant, il fouilla dans une espèce de caisse de bois blanc qui était au pied de son lit et qui contenait quelques guenilles. Il en tira une paire de ciseaux de couturière. C'était, avec un volume dépareillé de l'Émile, la seule chose qui lui resta de sa femme qu'il avait tant aimée, de la mère de son enfant, de son heureux petit ménage d'autrefois. 2 meubles bien inutiles pour Claude. Les ciseaux ne pouvaient servir qu'à une femme, le livre qu'à un lettré. Claude ne savait ni coudre ni lire. Au moment où il traversait le vieux cloître déshonoré et blanchi à la chaux, qui sert de promenoir l'hiver, il s'approcha du condamné Ferrari, qui regardait avec attention les énormes barreaux d'une croisée. Claude tenait à la main la petite paire de ciseaux et la montra à Ferrari en disant « Ce soir, je couperai ces barreaux-ci, avec ces ciseaux-là. » Ferrari, incrédule, se mit à rire, et Claude aussi. Ce matin-là, il travaillait avec plus d'ardeur qu'à l'ordinaire. Jamais il n'avait fait si vite et si bien. Il parut attacher un certain prix à terminer dans sa matinée un chapeau de paille que lui avait payé d'avance un honnête bourgeois de Troyes, Monsieur Brézier. Un peu avant midi, il descendit sous un prétexte à l'atelier des menuisiers situé au rez-de-chaussée, au-dessous de l'étage où il travaillait. Claude était aimé, là comme ailleurs, mais il y entrait rarement. Aussi, tiens, voilà Claude, on l'entoura, ce fut une fête. Claude jeta un coup d'œil rapide dans la salle. Pas un des surveillants n'y était. « Qui est-ce qui a une hache à me prêter » dit-il. « Pourquoi faire » lui demanda-t-on. Il répondit « C'est pour tuer ce soir le directeur des ateliers. » On lui présenta plusieurs haches à choisir. Il prit la plus petite qui était fort tranchante. Il la cacha dans son pantalon et sortit. Il y avait là 27 prisonniers. Il ne leur avait pas recommandé le secret, et tous le gardèrent. Ils ne causèrent même pas de la chose entre eux. Chacun attendit de son côté ce qui arriverait. L'affaire était terrible, droite et simple. Pas de complications possibles. Claude ne pouvait être ni conseillé ni dénoncé. 1 heure après, il aborda un jeune condamné de 16 ans qui bâillait dans le promenoir et lui conseilla d'apprendre à lire. En ce moment, le détenu Fayette accosta Claude et lui demanda ce que diable il cachait dans son pantalon. Claude dit « C'est une hache pour tuer M.D. ce soir. » Il ajouta « Est-ce que cela se voit ?»« Un peu, dit Fayette. » Le reste de la journée fut à l'ordinaire. À 7 heures du soir, on renferma les prisonniers, chaque section dans l'atelier qui lui était assignée. Et les surveillants sortirent des salles de travail, comme il paraît que c'est l'habitude, pour ne rentrer qu'après la ronde du directeur. Claude Gueux fut donc verrouillé, comme les autres, dans son atelier, avec ses compagnons de métier. Alors, il se passa dans cet atelier une scène extraordinaire, une scène qui n'est ni sans majesté ni sans terreur, la seule de ce genre qu'aucune histoire ne puisse raconter. Il y avait là
ainsi que l'a constaté l'instruction judiciaire qui a eu lieu depuis, 82 voleurs, y compris Claude. Une fois que les surveillants les eurent laissés seuls, Claude se leva debout sur son banc et annonça à toute la chambrée qu'il avait quelque chose à dire. On fit le silence. Alors Claude haussa la voix et dit : « Vous savez tous qu'Albin était mon frère. Je n'ai pas assez de ce qu'on me donne ici pour manger. Même en n'achetant que du pain avec le peu que je gagne, cela ne suffirait pas. Albin partageait sa ration avec moi. Je l'ai aimé d'abord parce qu'il m'a nourri. Ensuite parce qu'il m'a aimé. Le directeur MD nous a séparés. Cela ne lui faisait rien que nous fussions ensemble. Mais c'est un méchant homme qui jouit de tourmenter. Je lui ai redemandé Albin, vous avez vu, il n'a pas voulu. Je lui ai donné jusqu'au 4 novembre pour me rendre Albin. Il m'a fait mettre au cachot pour avoir dit cela. Moi, pendant ce temps, je l'ai jugé et je l'ai condamné à mort. Nous sommes au 4 novembre. Il viendra dans 2 heures faire sa tournée. Je vous préviens que je vais le tuer. Avez-vous quelque chose à dire à cela ? Tous gardèrent le silence. Claude reprit. Il parla, à ce qui paraît, avec une éloquence singulière, qui d'ailleurs lui était naturelle. Il déclara qu'il savait bien qu'il allait faire une action violente, mais qu'il croyait ne pas avoir tort. Il attesta la conscience des 81 voleurs qui l'écoutaient, qu'il était dans une rude extrémité, que la nécessité de se faire justice soi-même était un cul-de-sac où on se trouvait engagé quelquefois, qu'à la vérité, il ne pouvait prendre l'avis du directeur sans donner la sienne propre, mais qu'il trouvait bon de donner sa vie pour une chose juste, qu'il avait mûrement réfléchi, et à cela seulement depuis 2 mois, qu'il croyait bien ne pas se laisser entraîner par le ressentiment, mais que dans le cas où cela le serait, il suppliait qu'on l'en avertît, qu'il soumettait honnêtement ses raisons aux hommes justes qui l'entouraient, qu'il allait donc tuer M.D., mais que si quelqu'un avait une objection à lui faire, il était prêt à l'écouter. Une voix seulement s'éleva et dit qu'avant de tuer le directeur, Claude devait essayer une dernière fois de lui parler et de le fléchir. « C'est juste, dit Claude, et je le ferai. » 8 heures sonnèrent à la grande horloge. Le directeur devait venir à 9 heures. Une fois que cette étrange cour de cassation eut en quelque sorte ratifié la sentence qu'il avait portée, Claude reprit toute sa sérénité. Il mit sur une table tout ce qu'il possédait, en linge, en vêtements, la pauvre dépouille du prisonnier, et appelant l'un après l'autre ceux de ses compagnons qu'il aimait le plus, après Albin, il distribua tout. Il ne garda que la petite paire de ciseaux. Puis il les embrassa tous, quelques-uns pleuraient, et il souriait à cela. Il eut dans cette heure dernière des instants où il causa avec tant de tranquillité et même de gaieté que plusieurs de ses camarades espéraient intérieurement, comme ils l'ont déclaré depuis, qu'il abandonnerait peut-être sa résolution. Il s'amusa même, une fois, à éteindre l'une des rares chandelles qui éclairaient l'atelier avec le souffle de sa narine, car il avait de mauvaises habitudes d'éducation qui dérangeaient sa dignité naturelle, plus souvent qu'il n'aurait fallu. Rien ne pouvait faire que cet ancien gamin des rues n'eût point, par moments, l'odeur du ruisseau de Paris. Il aperçut un jeune condamné qui était pâle et qui le regardait avec des yeux fixes, et qui tremblait, sans doute dans l'attente de ce qu'il allait voir. « Allons, du courage, jeune homme, lui dit Claude doucement, ce ne sera l'affaire que d'un instant. » Quand il eut distribué toutes ses hardes, fait tous ses adieux, serré toutes les mains, il interrompit quelques causeries inquiètes qui se faisaient, çà et là, dans les coins obscurs de l'atelier. Il commanda qu'on se remît au travail. Tous obéirent en silence. L'atelier où ceci se passait était une salle oblongue, un long parallélogramme percé de fenêtres sur les 2 grands côtés et de 2 portes qui se regardaient dans ses 2 extrémités. Les métiers, avec leurs bancs, étaient rangés de chaque côté près des fenêtres, les bancs touchant le mur à angle droit, et l'espace resté libre entre les 2 rangées de métiers formait une sorte de longue voie qui allait en ligne droite
de l'une des portes à l'autre et traversait ainsi toute la salle. C'était cette longue voie assez étroite que le directeur avait à parcourir en faisant son inspection. Il devait entrer par la porte sud et ressortir par la porte nord, après avoir regardé les travailleurs à droite et à gauche. D'ordinaire, il faisait ce trajet assez rapidement et sans s'arrêter. Claude s'était replacé lui-même à son banc et il s'était remis au travail, comme Jacques Clément se fut remis à la prière. Tous attendaient, le moment approchait. Tout à coup, on entendit un coup de cloche. Claude dit « C'est l'avant-quart ». Alors il se leva, traversa gravement une partie de la salle et alla s'accouder sur l'angle du premier métier à gauche, tout à côté de la porte d'entrée. Son visage était parfaitement calme et bienveillant. 9 heures sonnèrent, la porte s'ouvrit, le directeur entra. On va arrêter là la lecture de la deuxième partie de Claude Gueux et on va faire le résumé. On lira très bientôt la suite. On va résumer maintenant la deuxième partie du livre Claude Gueux de Victor Hugo. On a vu dans la partie précédente que Claude Gueux s'était lié avec un jeune homme qui s'appelait Albin, qui partageait avec lui sa nourriture, et qu'en plus ils étaient très attachés l'un à l'autre. Et donc la journée du lendemain, elle se passe comme la journée précédente, mais sans Albin. On se demande ce qui va se passer quand il va être confronté à MD, le fameux directeur, qui a agi par haine envers lui. Parce qu'on se rappelle dans le chapitre précédent qu'il n'aimait pas Claude Gueux parce qu'il est très respecté par les autres prisonniers. Donc le directeur entre et Claude tire son bonnet de laine, boutonne bien sa chemise parce que c'est une marque de respect pour les supérieurs et attend que MD arrive à sa hauteur. Quand il arrive, il lui demande pourquoi est-ce que vous avez renvoyé Albin? Il dit parce que c'est décidé ainsi. Et il dit est-ce que c'est possible de le faire revenir? Il dit non, c'est pas possible. Et il dit pourquoi? Il dit parce que la décision est prise. Donc Claude lui demande mais elle est prise par qui? Et le directeur répond elle est prise par moi. Et il s'en va sans donner plus d'explications. Du coup, Claude Gueux continue son travail chaque jour. Sa vie est la même, sauf que Albin n'est plus là, et sauf qu'il a maintenant faim tout le temps. Et il y a une seule chose qui paraît complètement folle à tout le monde. Chaque fois que le directeur passe devant lui, tous les soirs, à 8 heures, ou plutôt à 9 heures, je me suis trompée, il lui dit « Et Albin ?» Et chaque fois, le directeur le regarde à peine et s'en va sans lui répondre. Un jour, Claude Gueux s'assoit dans un coin, pose les coudes sur ses genoux, la tête entre ses mains, et il y a un condamné qui passe à côté de lui, qui s'appelle Fayette, et il lui dit « Mais qu'est-ce que tu fais là, comme ça ?» Et Claude lui répond « Je juge quelqu'un ». Et le soir, quand le directeur passe, MD, le directeur de l'atelier, à côté de lui, il lui dit « Monsieur, nous sommes le 25 octobre. Vous avez jusqu'au 4 novembre pour me rendre Albin. J'ai besoin de lui parce que vous savez que je mange beaucoup et que j'ai besoin de son plat qu'il partageait avec moi. » Et le directeur dit « Non, c'est pas possible. » Il lui dit « C'est une décision qui est injuste. Je ne peux pas survivre si Claude ne revient pas. » Et le directeur ne répond pas, il s'en moque de ce que demande Claude, il le laisse comme ça, sans réponse. Claude Gueux, il a peu de choses. Il a un livre de l'Émile et un petit ciseau qui était à sa femme, qui sont dans le petit sac avec ses petites affaires à lui, avec quelques autres vêtements vieux et abîmés. Et du coup, il prend ses petits ciseaux et un jour où il joue avec dans le préau, il y a un autre condamné qui s'appelle Ferrari et il lui dit « Mais qu'est-ce que tu fais avec ces petits ciseaux ?» Il dit « Avec ces petits ciseaux, un jour je couperai ces barreaux-là. » Et il montre les gros barreaux en fer de la prison. Alors Ferrari, incrédule, ça veut dire qu'il se rend bien compte que c'est pas possible, il se met à rire et Claude rit avec lui. Et le 4 novembre arrive. Évidemment, MD n'a toujours pas permis à Albin de revenir dans le même quartier que Claude, malgré sa demande. Alors Claude descend dans l'atelier des menuisiers. Il y va très rarement, mais dans l'atelier des menuisiers, comme partout ailleurs, tout le monde aime Claude. Il passe la porte et les gens sont tout d'un coup réjouis de le voir. Il leur dit « Bonjour, est-ce que je pourrais avoir une hache pour tuer le directeur ce soir ?» Et les autres prisonniers lui apportent différentes haches pour qu'il puisse choisir.
Il choisit la plus petite qui est aussi bien aiguisée et il la range dans son pantalon. Il y avait beaucoup de prisonniers dans l'atelier de menuiserie et aucun ne va le dénoncer. Et il y a comme une idée parmi tous les prisonniers, ils savent qu'ils ne peuvent ni le dénoncer, ni le faire changer d'avis, ni le raisonner, parce qu'ils savent bien que sa décision est prise. Ensuite, le soir, ils sont au dortoir, et il y a 82 autres voleurs, comme Claude. Et Claude va prendre la parole, il va faire un genre de plaidoyer, comme s'il était un juge. Et ça surprend, parce que c'est quelqu'un qui n'a pas été beaucoup à l'école, mais on voit qu'il est très intelligent. Il leur explique la situation. Il dit « Albin, c'était comme mon frère. D'abord, je n'avais pas assez à manger ici. Et même si j'achetais du pain avec le peu d'argent que je gagne, j'aurais quand même pas assez et je finirais par mourir de faim. Et Albin, lui, il a partagé son repas avec moi. Il dit « Je l'ai d'abord aimé parce qu'il partageait son repas, et après, je l'ai aimé parce qu'il m'a aimé aussi. » Et il dit « Et le directeur nous a séparés. » Il nous a séparés pourquoi? Juste parce que ça le fait plaisir de faire souffrir les autres. Il dit, je lui ai donné une chance, je lui ai dit qu'il avait jusqu'au 4 novembre. Et maintenant, on est le 4 novembre, et il n'a toujours pas permis à Albin de revenir, donc j'ai décidé de le condamner à mort. Et il va donner plein d'arguments. Il va dire que c'est vrai que c'est une décision extrême. Il dit que se faire justice soi-même, en temps normal, c'est pas bien, mais des fois on est dans un cul-de-sac et c'est notre seule solution. Il dit que il trouve que c'est juste, que si lui prend la vie du directeur, il perdra aussi la sienne. Mais il se dit qu'il perdra sa vie pour une cause juste, parce qu'il sait qu'il va être lui-même exécuté, évidemment, s'il tue le directeur. Il leur dit qu'il pense agir pas par le sentiment, mais parce que c'est la réponse la plus juste. Il dit, mais si quelqu'un pense que j'agis comme ça à cause de ma colère, mais que c'est pas juste, il doit me le dire. Et sur les 82 prisonniers, personne ne répond. Il y a une seule petite voix qui s'élève et qui dit « C'est juste, Claude. Et je pense que tu dois le faire. Mais par contre, tu dois lui donner une dernière chance. Avant de le tuer, tu dois lui dire une dernière fois « Est-ce que tu veux bien faire revenir Albin ?» Et Claude va lui dire « Eh ben, je prends en compte ce que tu m'as dit et je le ferai. » Et du coup, ils retournent tous dans l'atelier pour travailler encore jusqu'à 9 h, qui sera la dernière ronde du directeur de l'atelier. Ils sont tous dans une pièce qui est un parallélogramme aligné face à l'allée centrale. Donc il y a plein de petits bancs à côté de l'allée centrale. Et Claude Gueux va se placer dans le premier banc à côté de la porte quand il est 9 h moins quart. Et à ce moment-là, la porte s'ouvre et c'est le directeur qui entre. Et c'est la fin du résumé de la deuxième partie. On lira très rapidement la troisième.